Vos parents ou vos grands-parents ont sans doute eu des jouets ou des poupées GG quand ils étaient petits, et peut-être même vous-même. Il s'agissait de jouets français fabriqués à Montbrison, une ville moyenne située entre Clermont-Ferrand et Lyon. Fondée dans les années 1930, cette entreprise a prospéré pendant plusieurs décennies, avant de connaître le déclin dans les années 1970, jusqu'à sa fermeture définitive en 1979. La mairie rachète le site en 1991, mais malgré ses tentatives de réhabilitation, le site reste en friche pendant 40 ans. Il faut dire que sa rénovation est notamment contrainte par sa dimension patrimoniale, car l'ancienne usine GG est classée immeuble d'intérêt patrimonial majeur. Un classement justifié par son architecture marquante des bâtiments industriels des années 1930, mais aussi parce que le bâtiment représente une partie de l'histoire locale. Et de nombreux habitants ont un membre de leur entourage qui a travaillé dans cette usine. L'enjeu de la réhabilitation est donc de transformer le bâtiment tout en conservant son architecture et en mettant en valeur son histoire. En 2018, le PUCA et la NCT lancent le dispositif Réinventons nos cœurs de ville, à destination des villes participant au programme Action Cœur de Ville. La mairie de Montbrison décide de soumettre une candidature pour permettre la réhabilitation de cette friche industrielle. L'appel à projet est lancé en juillet 2019 et en octobre 2020, un groupement inédit composé d'un bailleur social, d'un aménageur et de 2 promoteurs est désigné lauréat. Pour intégrer le site dans le tissu urbain existant, le projet prévoit de transformer le bâtiment industriel en logement, de construire quelques logements individuels, des commerces, des services, et de créer un espace public pour accueillir un marché en plein air. La mixité sociale et intergénérationnelle est au cœur du projet, car elle permet d'apporter une réponse au vieillissement de la population. Pour cela, des logements sociaux adaptés aux seniors sont prévus, ainsi qu'un pôle de santé. Pour comprendre plus en détail ce projet, j'ai rencontré Kevin Brun, chargé de projet Action Cœur de Ville à l'agglomération Loire-Forêt. Ce que j'ai retenu de cet échange, c'est que la réhabilitation d'une friche est une recette complexe, qui nécessite au moins 4 ingrédients essentiels. De l'argent, évidemment, avec quelques millions d'euros de déficit dans le cas du projet GG. Un portage politique ensuite, qui a besoin de s'appuyer sur un vrai accompagnement en ingénierie. Mais il faut surtout du temps. Un tel projet ne se monte pas en quelques mois. Il faut plusieurs années pour affiner le projet, définir clairement le périmètre d'action et identifier les enjeux. Je vous laisse découvrir cet entretien et ce projet dans le podcast qui suit. Bonne écoute! Une ville en pleine expansion. Les transitions à mener s'accumulent, l'énergie, l'agriculture, les mobilités. Monsieur l'administrateur délégué, vous êtes chargé de l'attribution et de la répartition des logements. Comment la situation se présente-t-elle ? C'est une contribution au débat sur l'artificialisation des sols et les questions d'étalement urbain. On a privilégié la machine, la matière et l'énergie par rapport à l'être humain. C'est pour ça qu'on ne recycle pas bien les téléphones. And then perhaps the defining trend of the 21st century is population growth. On a une responsabilité sur l'épuisement des ressources et une responsabilité sur la perte de biodiversité. Chaque échec va permettre la prochaine fois de faire mieux et chaque échec est autant instructif qu'un succès. Des projets d'urbanisme qui sont indispensables du fait d'une circulation toujours plus intense. Ce plan est un plan que le public nantais peut venir voir. Il s'agit du plan de sauvegarde dedans. Si on est une grande part du problème, on est forcément une grande part de la solution. On va peut-être couler moins de béton et miser plus sur l'intelligence et finalement changer de matière grise. Kevin Brun, bonjour. Bonjour. Kevin Brun, vous êtes chargé de projet Action Cœur de Ville à l'agglomération de Loire-Forêt et aujourd'hui vous allez nous raconter le projet de requalification du site de l'ancienne usine GG à Montbrison dont il y a sans doute des leçons à tirer. Avant de commencer, est-ce que vous pourriez nous situer Montbrison et nous expliquer qu'est-ce qu'était cette usine ? Très bien. Alors Montbrison, nous sommes dans le département de la Loire, à 45 minutes au nord de Saint-Étienne, 1h20 au sud de Clermont-Ferrand, à 1h15 de Lyon. C'est une commune de 16 000 habitants, au milieu d'un territoire qui est rural. Loire-Forêt agglomération, c'est 87 communes, avec aussi un territoire de moyenne montagne, avec les monts du Forêt. Montbrison joue vraiment, depuis le Moyen-Âge, un rôle de centralité. Montbrison a la particularité de compter 2 centres-bourgs, le centre-ville de Montbrison
et le centre-bourg de Moins, qui est une ancienne commune aujourd'hui fusionnée. Et c'est là où se trouve le siège des usines GG, qui va nous intéresser, donc la friche que nous sommes en train de traiter. Pour revenir sur GG, donc c'est une entreprise qui a été fondée dans les années 30 par Germain Giraud, qui a donné son nom GG à l'entreprise, et qui est connue pas forcément de notre génération, mais celle de nos parents, grands-parents, qui ont pu avoir des jouets GG, des poupées GG, Caroline qui était vraiment la poupée star dans les années 70, et puis depuis après les 30 Glorieuses, c'est donc une entreprise qui a décliné et qui s'est fermée en 1979. Donc c'est une friche depuis 40 ans qui était vraiment concurrencée. Donc après avec l'avènement de la poupée Barbie, on aurait pu peut-être avoir à la place de la poupée Barbie les poupées GG. Voilà. D'accord, merci beaucoup pour cette présentation. Mais aujourd'hui, ce n'est plus une friche, il y a un renouveau avec un projet urbain en cours. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça a commencé, comment est venue l'idée de réhabiliter ce site ? C'est une réflexion de plusieurs décennies finalement, avec plusieurs municipalités qui se sont succédées. On l'a dit, donc fermé 79 depuis plus de 40 ans, un site racheté par la ville en 1990, avec plusieurs projets qui ont été étudiés. Par exemple, il y a eu un projet de quartier sur 4 hectares, qui était vraiment très ambitieux, sûrement peut-être trop lourd. Et donc en 2014, arrivée de l'équipe municipale de Christophe Basile, et on remet ouvrage sur le métier, avec comme point de départ une étude globale de l'agence d'urbanisme de Saint-Étienne, l'agence Épure, qui a permis de poser plusieurs bases, notamment de se dire il faut peut-être restreindre le périmètre sur 1,5 hectare, c'est ce qui a été retenu aujourd'hui, permis de comprendre qu'on ne pouvait pas conserver tout le bâti de l'usine, c'était plus de 12 000 mètres carrés de surface de plancher, donc se dire il faut hiérarchiser. Une étude patrimoniale qui a été conduite pour voir ce qui avait un intérêt patrimonial, parce que c'est un édifice qui est marquant des années 30-40 des bâtiments industriels, et c'est un morceau d'histoire, c'est vraiment la mémoire de Montbrisonnais. Il y a eu plus de 1000 salariés sur le site à l'apogée, donc tout le monde a eu quelqu'un dans sa famille, dans ses amis qui travaillait à GG. Il y a eu un certain nombre de bébés GG, c'était vraiment important. Donc pas sûr qu'on aurait pu démolir finalement tout le site. Je pense qu'il y aurait beaucoup de Montbrisonnais, d'anciens ou jeunes, qui n'auraient pas compris. Donc voilà, pose cette base-là, ces études-là, permet de voir qu'il y a différentes époques de construction, certaines parties du site qui ont plus de valeur, donc ça à conserver, à réhabiliter, d'autres parties qui avaient un double intérêt d'être démolies. Déjà, voilà, c'est une surface moins importante à réhabiliter, et puis ça permettait d'accéder au site, puisque le site est assez contraint. Et puis aussi, l'étude a permis de s'apercevoir que c'était important d'acheter des terrains voisins, d'une part pour améliorer l'équilibre financier de l'opération, mais aussi pour régler des problèmes de droit de vue, puisque sur la partie réhabilitée de l'immeuble, il y a des fenêtres qui donnaient directement sur ces terrains. Pour pouvoir reconvertir le site, notamment en logement, ça aurait posé des problèmes. Donc ça a été un travail de longue haleine, mais les terrains en question ont pu être achetés en 2018. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Il me semble que ce projet il a été permis notamment par le dispositif inédit du PUCA, Réinventons nos cœurs de ville. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est ce dispositif et comment ça a pu peut-être ajouter un coup de pouce dans ce projet ? Tout à fait. Donc Réinventons nos cœurs de ville, c'est une expérimentation lancée en 2018 par donc le PUCA et la NCT à destination des villes Action Cœur de Ville, puisque Montbrison on est labellisé Action Cœur de Ville, comme les 250 villes moyennes, ce qui nous a apporté certain nombre de crédits d'études en ingénierie, notamment de la part de la Banque des Territoires, des subventions d'investissement, on y reviendra plus tard, ça a été vraiment décisif dans le projet, et cette méthodologie, donc Réinventons nos cœurs de ville, a permis de sélectionner 56 villes, dont nous faisons partie, pour les accompagner à lancer un appel à projet, un appel à investisseurs sur des sites variés. Il y a eu un certain nombre de friches industrielles, comme nous, je crois qu'on était un des plus grands sites en termes de superficie, pour pouvoir donc sortir ces projets d'une manière différente et, comme vous l'avez dit, avoir un coup d'accélérateur. Ça a vraiment été le cas.
Je me souviens, pour l'anecdote, que je suis arrivé en novembre 2018, et début décembre, le sous-préfet dit à Monsieur le maire, il y a un appel à projet, réinventons nos cœurs de ville, c'est formidable. Monsieur le maire, il faut qu'on dépose un dossier pour GG, je vous soutiens. Moi, je viens d'arriver, ok, très bien, on va postuler. Et puis bon, je regarde, je montre le dossier, je dis oui, bon, c'est quand même, on est quand même pas tout à fait prêt pour tout. On dit on y va, c'est parti, on met les partenaires autour de la table. On n'a pas toutes les études techniques, c'est pas grave, on les lance en parallèle. On n'a pas de diagnostic archéologique parce que c'est un secteur archéologique, c'est pas grave, on le mènera en parallèle des études, on y va et hop, on est retenu. Donc un appel à projet qui est ensuite lancé rapidement sur 2019-2020. C'était une première pour moi, on va dire, chef de projet qui vient d'arriver, et même aussi pour une ville de 16 000 habitants, pour un site de cette ampleur. Et Réinventons nos cœurs de ville a vraiment permis de mobiliser tous les partenaires, d'avoir un certain nombre d'AMO, de conseils, d'experts aussi de la part de l'État, du PUCA, qui ont vraiment permis, je pense, d'aller plus vite et aussi de faire un projet plus qualitatif que si on l'avait mené tout seul. Et du coup, cet appel d'offres, justement, parlons-en, parce que ce qui est sorti de cet appel d'offres, c'est quand même un montage assez peu commun, puisqu'il y a le lauréat du projet, ça regroupe à la fois des acteurs publics et privés. Est-ce que vous pouvez peut-être expliquer un peu ce montage ? Oui, c'est donc un site qui est avec trois acteurs principaux sur les 1,5 hectare. D'abord, la ville, vous l'avez compris, qui est à l'initiative du projet et qui a permis d'avoir la maîtrise foncière. Des espaces publics en cœur d'îlot qui sont réalisés par la ville. On aurait pu faire une concession d'aménagement dans laquelle on déléguait tout à un aménageur. Non, on a vraiment tenu à rester propriétaire d'une partie du site, avec une nouvelle place au cœur du site de 2500 mètres carrés. Loire-Forêt Agglo qui requalifie l'avenue Thermale, qui est l'axe principal qui longe le site et qui dessert le site. On a l'EPORA, qui est l'établissement public foncier de la Loire, qui lui a eu un rôle d'achat, de démolition, désamiantage, dépollution du site pour pouvoir livrer le site prêt à être travaillé au troisième acteur, qui est le groupement Loire Habitat, qui a remporté l'appel à projet. Loire Habitat, donc c'est un bailleur social implanté dans la Loire, qui s'est associé à un aménageur, Novim, qui est une société d'économie mixte de la Loire, et 2 promoteurs, la Société de construction du Forêt et Innovi, qui sont aussi des acteurs locaux, avec leur équipe de maîtrise d'œuvre, qui est l'atelier Riva et Archipante. Voilà, donc 3 D'accord, acteurs. oui, donc ça fait quand même pas mal d'acteurs sur le projet. Et du coup, comment ça s'est passé au niveau du montage financier ? Comment ils vont, comment on arrive à l'équilibre Alors, ça reste une opération qui est déficitaire. On est sur un projet à 25 millions d'euros avec un déficit de 6 millions d'euros qui est pris en charge essentiellement par l'EPORA la ville à hauteur de 75%. Il y a des subventions qui ont pu être apportées dans le cadre de Cœur de Ville, Action Logement, qui est partenaire important, apporte de l'ordre de 2 millions d'euros de subventions pour tout ce qui est logement locatif et logement en accession. On a eu aussi la bonne surprise d'avoir le fonds Friche sur la première édition, 1,5 million d'euros. Après, voilà, il y a un certain nombre d'équipements qui sont réalisés par la ville, les espaces publics. Tout ça, c'est des choses qui s'ajoutent au projet. On a eu un travail commun, donc à 3 voix, sur le dossier fonds Friche, coordonné par la ville, qu'on continue régulièrement d'avoir. On a eu un point cette semaine pour voir l'avancée des consommations de crédit de chacun et se coordonner sur l'optimisation des subventions. Ok, merci beaucoup. Et du coup, donc on parle du montage, on parle du projet depuis le début, mais en fait, il consiste en quoi ce projet ? Ça va devenir quoi en fait l'ancienne usine GG ? Donc, dans les idées de départ, dans les orientations qui ont été fixées sur l'appel à projet, sur lequel le groupement Loire Habitat a répondu, déjà, vous l'avez compris, c'était conserver donc une partie du site, conserver cette mémoire et ce bâtiment industriel d'intérêt architectural. C'était avoir un projet avec une mixité fonctionnelle importante. On a du logement, mais on a du logement social locatif, 30 logements dans la partie réhabilitée. On a un immeuble en démolition-reconstruction qui est en accession sociale porté par Loire Habitat. On a 15 logements en accession libre avec public assez varié du T2 au T4. Et on a 9 maisons individuelles
qui sont portés par l'autre promoteur pour un public un petit peu plus famille. Donc 69 logements. On a également la ville qui a acheté en VFA au groupement Loire Habitat 2 locaux pour déplacer une crèche qui était en dehors du centre-ville et déménager le restaurant scolaire, puisqu'on a un groupe scolaire qui est implanté juste à côté. On a un certain nombre de locaux d'activités pour venir compléter l'offre du centre-bourg en termes de services, professions de santé. On a des nouveaux espaces publics avec une place qui va accueillir le marché du quartier le mercredi. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'assez complet et avec aussi une vraie volonté d'avoir une mixité intergénérationnelle. Donc, cahier des charges de départ, on avait laissé la possibilité d'avoir une résidence senior ou des logements adaptés. Donc, ce qu'a fait le choix du groupement, c'est d'avoir une quinzaine de logements qui seront réservés en locatif social aux personnes âgées. On a une forte demande sur les 2 immeubles en accession sociale d'avoir des personnes âgées, parce que ça correspond vraiment à notre problématique de vieillissement du territoire. D'ici 2050, la part des personnes de plus de 70 ans va doubler sur le territoire. Donc ça s'est fait de cette façon-là. Ça aurait pu être différent. C'est tout l'intérêt de l'appel à projet, c'est que on fixe des règles, et derrière c'est les opérateurs qui répondent avec des solutions qui fonctionnent. C'est vraiment ça tout l'intérêt de la démarche Réinventons nos cœurs de ville. D'accord, merci beaucoup. Et du coup, le projet aujourd'hui, il en est où? On est en phase de construction, il me semble, c'est ça? Oui, tout à fait. Il y a eu une partie 2021 qui était ce qu'on appelle les proto-aménagements, avec l'EPORA qui a pu procéder aux achats, démolitions et des amiantages. Ensuite, il y a eu en 2022 la cession au groupement sur sa partie. En parallèle, la ville a attaqué donc les espaces publics. Aujourd'hui, en mai, Loire-Forêt-Agglo requalifie donc l'avenue Thermale qui dessert le site. On va dire que la tranche principale du projet, c'est-à-dire partie réhabilitée, espace public et immeuble en accession sociale, vont être livrés en fin d'année. Ok. D'accord. Et le projet sera finalisé, vous avez une idée ou pas encore pour Pas la suite d'ici, avec tout le reste de l'accession libre, d'ici fin 2025. D'accord. Ok, ah oui, donc on est vraiment sur la fin du projet là. Tout à fait. Là, c'est vrai qu'on est vraiment en phase travaux. Et il y a un point singulier quand même sur ce projet, c'est que le bâtiment de l'usine GG, il est classé immeuble d'intérêt patrimonial majeur. Ça implique un certain nombre peut-être de contraintes en termes de transformation de bâtiments et notamment il faut un dialogue avec les architectes et bâtiments de France. Est-ce que vous pouvez détailler comment cette classification elle a pu impacter le projet? Tout à fait, la partie qui a été donc choisie comme partie à réhabiliter est classée C1, notre site patrimonial remarquable, donc on est juste en dessous du monument historique. Donc on avait eu une étude patrimoniale préalable en 2014 qui avait permis justement de souligner ce caractère-là et certains détails architecturaux intéressants. Donc l'ABF a été associée dès le début et on avait demandé aux candidats de l'appel à projet d'avoir un architecte patrimonial. C'était vraiment obligatoire dans leur groupement, donc faire leur propre étude patrimoniale et avoir un dialogue. On a eu des réunions avec l'architecte des bâtiments de France pour valider certains principes. Après, on a eu une petite surprise, c'est qu'on a eu un changement d'architecte des bâtiments de France au milieu du projet. Donc c'est vrai que ça a été certaines sources d'incertitude pour le groupement. Le nouvel ABF a été constructif, était très compréhensif, mais il y a eu vraiment le choix de privilégier une réhabilitation de qualité. Notamment, on a des fenêtres qui sont remarquables, déjà par leur nombre. On a une centaine de fenêtres et des dimensions industrielles, c'est-à-dire que les plus grandes font 5 mètres de large par 3 mètres de haut. Donc, imaginez faire des fenêtres pour des logements dans ces conditions. Donc, il y a eu un dialogue étroit avec le nouvel ABF, notamment des prototypes qui ont été réalisés par des entreprises locales pour valider vraiment le dessin de ces nouvelles fenêtres pour qu'elles soient plus proches de l'existant, tout en améliorant les performances thermiques et l'usage. Parce que vous imaginez des personnes âgées qui ouvrent une fenêtre de 5 mètres de long, ça pose quelques contraintes de sécurité. Donc, ça a été trouvé et le fonds Friche, il a été bienvenu justement pour pouvoir absorber cette exigence justement de qualité sur les ouvertures. Et notamment sur les ouvertures, il me semble avoir lu que du coup, vu qu'il y avait la classification, on n'a pas pu construire de balcon sur la façade et on a choisi plutôt d'avoir une façade un peu en retrait, si j'ai bien compris. Oui, c'est exact. L'idée, c'est d'avoir travaillé en loggia.
Finalement, c'est les fenêtres actuelles ont ce dessin particulier et ça a permis d'avoir des terrasses qui sont relativement généreuses pour les logements et derrière avec donc une baie vitrée, donc ce qui est vraiment assez intéressant. On a pu visiter le chantier et ça permet d'avoir des logements qui ont une bonne surface parce que ça c'était une problématique. Le bâtiment est très long et relativement large et finalement on tire parti de cette largeur et on arrive à concilier avoir des logements une surface intéressante, qui ont un espace extérieur privatif, tout en respectant l'aspect originel de la façade. D'accord, donc oui, c'est assez intéressant comme projet. Déjà, merci beaucoup pour cette présentation du projet. Petite question finale, si le projet était à refaire, qu'est-ce que vous referiez exactement pareil et qu'est-ce que vous modifieriez ou qu'est-ce que vous ne referiez pas? Alors, sur ce qui a finalement bien marché, c'est cet appel à projet et cette souplesse, vraiment ce dialogue en confiance, cette co-construction avec les acteurs que nous permet justement l'appel à projet dans lequel vous avez une collectivité qui est à l'initiative, mobilise des partenaires et derrière dialogue avec les opérateurs qui nous disent ça nous on sait faire, ça on ne sait pas faire. Parce que des moments on n'est pas d'accord, mais on continue d'avancer ensemble. Ça c'est vraiment un très bon outil et on réutilise les appels à projet régulièrement. Aussi, ce qui était important et qui était vraiment permis par Réinventons nos cœurs de ville et Action Cœur de Ville, c'est d'être bien accompagné. Vous l'avez compris, on a lancé un peu tout en même temps, les études techniques, etc. Et donc, c'était vraiment important pour nous d'avoir un jury qualifié avec des représentants du PUCA, de l'architecte conseil de l'État, et aussi d'avoir des AMO. On a eu la CET, la filiale de la Banque des Territoires, qui nous a permis de travailler vraiment sur le cahier des charges de l'appel à projet et nous assister tout au long de l'appel à projet et même après jusqu'aux actes authentiques de session, des différentes sessions au groupement, qui a été très utile. On a aussi une équipe d'architectes qu'on a mobilisée sur un accord cadre Action Cœur de Ville qu'on a à l'échelle de la ville, qui nous a vraiment apporté la vision d'ensemble pour critiquer tout au long du jury et encore aujourd'hui des propositions, les améliorer en qualité, qu'on mobilise régulièrement. Ça, c'était des points qui étaient vraiment fondamentaux. Dans les points améliorés, ce qu'on voit, c'est qu'on ne maîtrise finalement pas tout. On a accepté de partir avec un certain nombre d'aléas. Et parfois, on a eu un petit peu de chance. Par exemple, on a réalisé un diagnostic archéologique et on s'était engagé auprès des candidats parce que ce soit la collectivité qui prenne financièrement les fouilles. Finalement, un diagnostic archéologique n'a rien trouvé. On n'a pas eu de fouilles, donc tant mieux pour nous. Mais on se dit qu'on l'a bien vu lors de l'appel à projet, quand les candidats nous demandaient telle étude, etc. On n'avait pas tout, on savait que c'était en cours, donc ça a pu peut-être effrayer certains. On est très content du résultat, mais on peut imaginer que sur d'autres appels à projets, ces incertitudes peuvent amener à avoir des propositions moins qualitatives ou pas de résultats. Le changement d'ABF dont on a parlé, et encore qui s'est très bien passé puisqu'on a eu un groupement qui était très ouvert à la discussion et un ABF constructif. Mais ça, aujourd'hui, sur nos démarches, nos appels à projets plus récents, on travaille vraiment avec un cahier des charges patrimonial en amont qui est validé par l'ABF. Et comme ça, les règles sont définies. Et si jamais il y a des personnes qui changent, au moins, il y a un cadre qui est clair pour tout le monde. Et ça a été apprécié sur les appels à projets qu'on a pu lancer depuis par les candidats d'avoir cette visibilité. Oui, donc en fait, vous avez déjà commencé à appliquer les leçons que vous avez tirées du projet. Tout à fait. Pour terminer ce podcast, il est de coutume que notre invité nous donne une petite recommandation de lecture. Est-ce que vous pourriez nous partager un texte ou un article que vous avez récemment lu et qui vous a intéressé? Tout à fait. Alors, on va élargir la question à la sobriété foncière et l'artificialisation des sols avec une note publiée l'année dernière par la Fabrique de la Cité sur la question des maisons individuelles, se posant la question qui nous montre que le logement individuel, c'est finalement 90% de l'artificialisation des sols à usage résidentiel en France. Et ce que je retiens de la note, c'est finalement que faut pas opposer le logement individuel et collectif, qu'il faut trouver des formes peut-être intermédiaires qui répondent aux attentes de la population qu'on retrouve à travers ce désir de la maison individuelle. Et à savoir finalement, c'est avoir des espaces extérieurs privatifs de qualité, avoir des logements confortables de qualité, performants énergétiquement, c'est quelque chose de très important en ce moment,
Et ce qui nous incite à l'optimisme en tant que collectivité, c'est que on peut avoir ces types de logements en centre-ville. Donc, ça incite à l'optimisme, puisque on a tout ce qu'il faut pour pouvoir accueillir des habitants en centre-ville. C'est à nous d'être inventifs avec les outils de renouvellement urbain qu'on peut trouver pour faire revenir les personnes en cœur de ville et leur proposer des logements qui respectent tous ces critères. D'accord, une lecture qui a l'air très intéressante. Merci beaucoup. Et puis merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous, Camille. À bientôt. À bientôt.